Votre invitée aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Amélie de Montchalin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, députée de l'Essonne et vice-présidente du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Vous avez lu le JDD hier ? Je lis les journaux. Hier, j'ai surtout été aux commémorations du 11 novembre, donc je ne suis pas sûre d'avoir lu toutes les lignes du JDD. Non, il y avait un truc intéressant, notamment dans les pages éco, sur les tarifs des péages. Nous dit donc le JDD qui pourrait augmenter plus que prévu dès le 1er janvier prochain. Ça y est, donc après la flambée des carburants, encore une mauvaise nouvelle pour les automobilistes. On parle de 0,2% de plus, mais c'est voilà, encore et encore. Tous ces sujets-là, il faut les remettre aussi vraiment dans ce pourquoi finalement on paye des péages, pourquoi on paye de l'essence et pourquoi il y a des taxes dessus. On a aujourd'hui une loi qui arrive très prochainement qui s'appelle la loi d'orientation des mobilités et qui va remettre à plat la gouvernance, le financement, les outils technologiques innovants et aussi l'aménagement du territoire sur comment on assure de la mobilité à tous les Français. On a un énorme enjeu de maintenance, on le sait, des routes nationales, des ponts. Et donc oui, effectivement, il y a beaucoup de pistes sur la table. Ce rapport, il faut qu'on l'observe et je pense qu'Elisabeth Borne pourra réagir sur le sujet. Certes, mais encore une fois, et vous me voyez venir, derrière, c'est au gouvernement, encore une fois, d'intervenir où il ne peut pas. Il faut attendre, effectivement. Il ne peut pas intervenir sur... il est impuissant dans cette affaire de dire finalement, ben voilà, les péages augmentent plus que ce qui était prévu. Et le lien est fait, j'ai envie de dire, avec... il y a des privatisations à venir. C'est pour ça que je vous en parle. Parce que privatisation d'ADP, on se dit, mais tiens, au final, si on ne regarde pas, eh ben, comme les sociétés d'autoroutes, eh ben, les ADP pourraient augmenter aussi ces taxes. Et finalement, c'est le consommateur, le voyageur, l'automobile qui, in fine, va payer la note de la privatisation. C'est pour ça que les parlementaires que nous sommes avons, sur le sujet des privatisations, été extrêmement clairs. L'État n'a pas besoin de tout faire directement, mais il a besoin de réguler extrêmement fortement pour justement éviter les dérives. Sur les péages, vous avez des contrats qui sont extrêmement clairs entre l'État, entre toutes les parties prenantes. On a aujourd'hui, l'enjeu principal pour moi, sur les routes et les autoroutes, c'est la maintenance. C'est s'assurer que, contrairement à ce qu'on a vu en Italie, il n'y a pas des ponts sur lesquels on oublie de faire des vérifications. C'est s'assurer que sur les routes nationales qui sont empruntées par ceux qui justement ne prennent pas l'autoroute parce qu'il y a un péage, eh bien, nous ayons une bonne qualité des routes. Donc tout ça, ça sera débattu dans la loi d'orientation des mobilités. Et je peux vous dire que les parlementaires que nous sommes des élus de terrain, nous prenons notre voiture quand il y a besoin, nous allons payer notre péage quand il y a besoin. Et donc nous voyons bien... Mais vous demandez au gouvernement d'intervenir sur ce sujet-là, encore une fois, des péages qui augmentent plus que prévu. Mais je demande au gouvernement d'avoir une stratégie. Nous, parlementaires, on a été élus pour 5 ans. On a été élus par des Français qui nous ont fait confiance sur un programme. Et donc, je demande, mais nous demandons en permanence au gouvernement d'avoir une stratégie. Tout s'entend, mais tout doit s'entendre en cohérence. Si on prend le sujet des carburants, parce que je pense que c'est un sujet essentiel. On y vient. C'est important de remettre un peu le contexte. Aujourd'hui, il y a une réunion qui se tient, d'ailleurs, je crois que c'était ce matin, à Matignon, justement, pour accoucher des derniers arbitrages donc, sur ces mesures d'aide. Yes, on a compris, l'objectif c'est de calmer un peu la grogne avant la manifestation du 17 novembre. On parle d'un plan à 400 à 500 millions d'euros. Vous confirmez ou pas ces chiffres? Alors moi je n'ai pas les chiffres, mais je peux vous confirmer quelque chose. C'est qu'on n'est pas là pour calmer la grogne ou se dire qu'on est en réaction. On est là pour que la transition écologique puisse se faire pour tous les Français avec 3 objectifs très clairs. Le premier, c'est notre souveraineté. Pourquoi le sujet du pétrole, c'est un sujet qui est difficile? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on est hyper dépendant de ce qui se passe en Arabie, en Iran, de comment Trump parle à tel dirigeant politique, de ce qui se passe au Venezuela. Et donc, tout le monde vit au rythme de fluctuations qui n'ont rien à voir avec la France. Quand on dit qu'on veut faire une transition, on veut la faire pour 2 choses. Un, parce qu'on veut être moins dépendant du pétrole, pas parce que juste il pollue, ça c'est le deuxième point, mais déjà parce qu'on est dépendant de puissances étrangères, on a perdu une partie de notre souveraineté, donc il y a un regain de souveraineté, et donc moins on sera dépendant du pétrole importé, mieux on ira. Et ensuite, il y a un énorme enjeu de transition écologique. Ça, c'est ce qu'on veut faire. Qu'est-ce qu'on fait dans le plan? Finalement, on fait ce que nous, les parlementaires, on a poussé depuis maintenant des mois et des mois. On aide les Français à faire cette transition. L'écologie, il faut qu'on arrête de dire que c'est punitif ou pas. L'écologie, ça marche si les Français changent de comportement. Non, mais ça aurait pu être annoncé avant, au moment où on annonçait qu'il y avait la taxe carbone, entre guillemets, qui augmentait. La taxe carbone, on l'a annoncé l'année dernière. On l'a annoncé sur 5 ans. Mais toutes ces mesures, elles arrivent aujourd'hui. Elles arrivent bien après, ces mesures de soutien, d'aide aux Français qui n'ont pas le choix, qui doivent aller au boulot en voiture. Est-ce que vous avez entendu parler de l'aide à la conversion pour les utilitaires, pour les camions, pour les chaudières, ça touche pas les Français, pour les bateaux? Alors les utilitaires, ça concerne tous les artisans, tous les commerçants qui aujourd'hui roulent au diesel avec des voitures souvent très anciennes qui polluent beaucoup. Et de vous à moi, il y a beaucoup plus d'utilitaires en centre-ville toute la journée que de voitures des particuliers qui souvent sont garées pendant la journée. Donc on a tout ce que je viens de vous dire, ce sont nous les parlementaires qui dans le débat, il y a quelques semaines, il y a maintenant près de 3 semaines, avons proposé
au gouvernement, aux ministres, de dire voilà, la transition, qu'est-ce qu'on fait pour les camions, qu'est-ce qu'on fait pour les utilitaires, qu'est-ce qu'on fait pour les chaudières, qu'est-ce qu'on fait pour les bateaux, et qu'est-ce qu'on fait surtout ensuite. Donc vous avez été précurseur au niveau du groupe. La question c'est, Bruno Le Maire ce matin dit il y aura des mesures fortes. Est-ce qu'encore une fois, vous avez ce chiffre de 400 à 500 millions d'euros de mesures? Je n'ai pas les arbitrages budgétaires, mais moi je sais que notre cap, et nous les parlementaires, quand vous dites oui, le groupe a été précurseur, pourquoi? Ça fait 1 an, nous, qu'on est sur le terrain, que la taxe carbone, elle a déjà augmenté en 2018, qu'elle continuera d'augmenter en 2019. On est là pour faire vigilant. Tout comme le président de la République dit voilà, il faut aller plus loin. Nous, c'est des choses qu'on pousse, et effectivement, on sera très heureux. Qu'est-ce qu'on a déjà fait quand même? La prime à la conversion, c'est 2 000 € pour les ménages modestes pour changer de voiture. 70% de cette aide a bien été utilisée par des ménages non imposables, 90% hors de Paris. Nous, les parlementaires, on a dit, est-ce qu'on ne peut pas booster encore un peu plus ce qui se passe sur les véhicules électriques et hybrides? Alors booster, il y a plusieurs pistes qui sont sur la table. On dit que 1 million de primes qui était prévu sur l'ensemble de la mandature, non, c'était 500 000 et on passerait à 1 million. 500 000 était prévu sur l'ensemble de la mandature. Là, on passerait, on doublerait le montant des primes, pas le montant de la prime. Comme on a déjà fait 250 000, ça paraît assez logique de se dire que ça va continuer. Puisque c'est un bon outil, parce que c'est enfin une prime à la casse qui concerne les ménages modestes et ruraux. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a aussi travaillé sur le chèque énergie. Le chèque énergie, c'est une très bonne nouvelle. C'est pas un chèque qu'on encaisse. Hein. C'est 4 millions de Français qui reçoivent un chèque pour payer leur facture. Ouais. Effectivement, ce n'est pas un chèque que vous pouvez mettre sur votre compte en banque, c'est un chèque que vous dites, voilà, je vais payer mon gaz, je vais payer mon fuel, je vais payer mon chauffage. Ça, par exemple, on se demande, est-ce qu'on ne peut pas avancer son versement? Est-ce qu'on ne peut pas élargir? Est-ce qu'il ne faut pas donner plus d'argent? Ça, c'est des arbitrages que nous, on met dans le débat. Passer de 150 à 200 €, c'est ça? Ça, c'est voté. Ça, c'est déjà voté. Oui, mais sur 2020, là, c'est de l'avancée à 2019. Et on peut exactement se demander à quel moment on le fait. Est-ce que c'est en mois d'avril? Est-ce que c'est au mois de janvier? Est-ce que c'est... Il y a beaucoup de sujets après très techniques. 4 millions de Français touchent, encore une fois, ce chèque énergie. Mais il y aurait 2 millions de Français en plus. C'est sur la table, encore une fois, aujourd'hui. Alors, c'était exactement, il y a eu des débats. Est-ce que c'est plus de ménages ou est-ce que pour ceux qui sont concernés, on donne plus d'argent? On a donc la prime à la conversion, je vous en ai parlé, les chaudières au fioul. On a permis de mettre le remplacement des chaudières, la main-d'œuvre pour changer de chaudière, dans le crédit impôt de transition énergétique. Avant, avec ça, on finançait des portes, des fenêtres et des volets. On s'est dit qu'on allait plutôt se recentrer sur ce qui est le plus efficace et qui aide le plus les ménages à être dans cette transition. Ce que je veux vous dire là, c'est que on a cet objectif de souveraineté, on a cet objectif de transition écologique, on a cette stratégie sur 5 ans. Pendant des années, les Français nous ont dit on veut arrêter avec les politiques, la petite semaine, les annonces pour nous rendre heureux ou calmer notre colère, etc. On a un cap. Et notre objectif, c'est qu'à la fin, le gouvernement puisse entendre ce qu'on lui dit. Et il n'y a pas quand même un objectif politique, encore une fois, de court terme. Il y a encore une fois cette grogne, il faut calmer un peu les esprits, désamorcer l'affront des Gilets jaunes, cette manifestation du 17 novembre. Pour vous, ce n'est pas un sujet, il n'y a pas de sujet? Le sujet, c'est que nous, parlementaires, on est sur le terrain et que ce sujet de la conversion et de la transition, c'est un sujet qu'on entend tous les jours. Tous les jours, depuis 6 mois, vous avez un des parlementaires, Bénédicte Peyrol, Mathieu Orphelin, Barbara Pompili, Damien Pichereau, je peux vous en citer plein, qui depuis 1 an sont en train de travailler sur des mesures très précises en disant, voilà, si on veut réussir cette transition, ça ne peut pas être qu'un sujet de taxe. L'autre chose qui est intéressante, on parle toujours de à quoi sert l'argent levé par les taxes carbone. Ah, on va en parler, elle va trop vite. On va en parler, c'est un morceau qui est intéressant. Mais d'abord, juste, je veux clore là-dessus sur l'ensemble des mesures, pardonnez-moi. Est-ce que vous êtes favorable, ou est-ce que vous savez, mais il n'y a pas d'annonce particulière, j'ai l'impression, mais est-ce que l'État va répliquer l'aide au transport de 20 € par mois pour les Français, pour les salariés modestes qui font plus de 30 km chez eux? C'est cette aide qui est proposée par Xavier Bertrand, donc le président de la région Hauts-de-France, qui peut être répliquée par l'État. Vous y êtes favorable ou pas? C'est un point de vue. En fait, ce qui était intéressant dans le débat, c'est qu'il faut revenir au cœur de la politique. Pourquoi les Hauts-de-France ont fait ça? Parce que les régions sont responsables de mettre en place des politiques de mobilité. En Ile-de-France, Valérie Pécresse, elle investit majoritairement. Donc c'est le rôle des régions, c'est pas le rôle de l'État. Covoiturage et transport en commun. Dans les Hauts-de-France, il s'est dit, bah voilà, moi je vais faire une aide à la mobilité pour les ménages modestes et puis j'investis dans mes TER. Donc ça, c'est très adapté au tissu local. Nous, par exemple, une autre proposition, je ne sais pas vous dire quels sont les arbitrages, on a mis, nous les parlementaires, plus de 15 idées sur la table. Une autre idée, par exemple, dont je peux vous parler, c'est les indemnités kilométriques. Aujourd'hui, plus vous avez une grosse voiture, plus elles sont élevées. Plus vous avez une petite voiture qui pollue moins elles sont élevées. Est-ce qu'on ne peut pas aider ceux qui ont des petites voitures, justement, et moins aider ceux qui ont des grosses voitures? Voilà. Non, pas de pas toucher ceux qui ont des grosses voitures, mais de dire ceux qui ont des petites voitures. Pourquoi, quand vous faites les mêmes kilomètres, à la fin, vous n'êtes pas incité à la même hauteur que ceux qui ont des grosses voitures? Donc ce genre de choses. Vous avez aussi le sujet de la TVA récupérable pour les artisans. On récupère plus de TVA au diesel qu'à l'essence. Tout ça, ça nous demande quoi? Un cap, une stratégie et une volonté très forte de dire l'écologie, c'est d'abord un sujet de changement des comportements. Ce n'est pas un sujet d'argent, c'est un sujet de comportement. Après, il y en a certains qui seraient un peu taquins, qui pourraient nous regarder en se disant, tiens, ils augmentent la taxe sur les carburants pour ensuite, d'une main, reverser des aides, des subventions pour compenser ces taxes. On se dit, on est en France,
c'est l'usine à gaz. Alors, vous répondez quoi? L'État qui prend du moins beaucoup plus et qui rend tout petit peu pour ceux qui en ont besoin. Je vous réponds que taxer le nocif pour encourager ce qui est plus vertueux, ça s'appelle une bonne politique publique. De dire on taxe les cigarettes, on taxe le diesel, parce qu'on pense que oui, les Français, on veut vous aider à arrêter de fumer, et on met en place plein de dispositifs de politique publique pour vous arrêter de fumer, et puis on met aussi plein de dispositifs en place pour que vous puissiez changer de voiture, passer à l'électrique, passer à l'essence. Vous dites quoi ceux qui disent que c'est une primette, la prime de conversion, que c'est une primette, que 2 000 € sur une voiture qui en vaut 10, 12, 15. Je vais vous raconter ce qui se passait quand Sarkozy et Hollande ont fait des primes à la casse. Ça a marché d'ailleurs. Tous les cadres supérieurs, cadres moyens, voilà, les gens un peu plus aisés, ont changé de voiture. Ils étaient contents, ils avaient des voitures neuves. Notre prime, elle cible qui? Les ménages non imposables et 90% 2 000 €. 2 000 €. Et elle cible surtout, pour une grande nouveauté, aussi les véhicules d'occasion. Ouais. Véhicules récents, ça c'est intéressant. Entre 2001 et 2006, beaucoup de diesel qui polluent beaucoup, c'est ça hein? Donc vous pouvez amener votre véhicule ancien et vous pouvez acheter un véhicule d'occasion. Et du coup, 2 000 €, eh ben, c'est efficace. Donc, bien sûr que si vous êtes en train d'essayer d'acheter la plus grosse voiture de l'année, ce n'est pas le moment, ce n'est pas le bon outil et ce n'est pas ce qu'on cherche à faire. Alors, notre but, c'est pas... Vous savez, la prime à la casse de Sarkozy, elle avait été mise en œuvre parce qu'on voulait soutenir les constructeurs automobiles pour qu'ils continuent de vendre des voitures. Là, on n'a pas du tout cette logique-là. On est là pour que les vieilles voitures qui polluent le plus soient mises au rebut. Soient mises au rebut et qu'on en ait des moins polluantes. Et si c'est une voiture d'occasion, eh ben, c'est toujours mieux que la vieille voiture qui pollue beaucoup et qui surtout coûte très cher au ménage parce que ça consomme beaucoup. Après, encore une fois, sans rentrer dans la polémique politicienne, mais on a quand même Bruno Le Maire qui nous dit ce matin que voilà, les mesures seront fortes. Et si on donne les chiffres, parce qu'il faut avoir les chiffres, en 2019, il y aura une augmentation du litre de diesel de 6,5 centimes, on est précis, 2,9 sur l'essence. Donc les Français vont payer 2 milliards d'euros à Ménilmonts-Chalin en plus l'an prochain. Et on leur rend 400 millions. On se dit que c'est un petit geste, c'était vraiment un geste fort. La transition de l'agriculture, ça coûte combien ? Ça coûte des centaines de millions d'euros. De sortir du glyphosate, de sortir des produits phytosanitaires. La transition de la rénovation énergétique des bâtiments, ça coûte combien? Ça coûte des milliards. De changer tous les systèmes des bâtiments publics pour qu'on les isole. La transition de la mobilité dont on parle, ça coûte combien? D'investir pour du covoiturage, d'investir dans des systèmes de transport beaucoup plus durables et modernes. Donc la transition, ce n'est pas qu'une question de fiscalité, c'est d'abord une question de dans quoi l'État investit. Ouais. Et donc, quand par exemple le chèque énergie, on y met 800 millions d'euros, eh bien, on y met beaucoup d'argent. Quand la prime à la conversion, on va arriver à quasiment à plus de 300 millions, on y met aussi beaucoup d'argent. Donc, le ministère de l'écologie, le ministère de François de Rugy, son budget, c'est 34 milliards d'euros. Donc, vous imaginez bien que la transition, elle est partout. Et elle est aussi dans plein d'autres ministères qui ne s'appellent pas ministère de l'écologie. Par exemple, l'agriculture. Par exemple, le logement. Sur le terrain, c'est intéressant ce que je n'ai pas rebondi tout à l'heure, j'y repense là. Vous disiez que sur le terrain, vous étiez au contact évidemment de vos administrés, c'est intéressant, mais il n'y a pas de remontée de terrain sur la Grogne? Vous ne la voyez pas, la Grogne, sur moi, en Essonne, les taxes sur l'essence? Non, c'est pas. Nous, en Essonne. Parce que vous écoutez, c'est un peu mon sujet. On est un territoire de grande banlieue, où les sujets des transports, c'est le sujet majeur. Nous, en Essonne, le problème qu'on a, c'est qu'on a des embouteillages partout. Et donc, les citoyens, ils voient bien. C'est pas une zone rurale non plus, vous avez compris. Hein. L'Essonne, si vous allez après Étampes, c'est une zone très rurale. Ouais. Il n'y a pas de transport en commun. Vous allez à Milly-la-Forêt, il n'y a pas de transport en commun. Vous allez au fin fond, au sens positif, vous avez une grande ruralité en Essonne. Et puis, vous avez aussi la grande banlieue. Et bien, dans la grande banlieue, il y a plein d'endroits, même dans ma circonscription, où il n'y a pas de transport en commun. Donc, nous, notre combat, c'est de dire, on voit bien que le tout voiture, quand vous êtes en Ile-de-France, vous en voyez bien les limites. C'est qu'il y a trop de voitures pour la taille des routes. Donc, on voit bien que ce n'est pas une issue en soi. Et on voit bien qu'il faut qu'on investisse dans beaucoup de modernité, beaucoup de mobilité. C'est pour ça qu'on se bat sur le Grand Paris Express. C'est pour ça qu'on se bat pour que les RER soient rénovés. C'est pour ça qu'on se bat pour que les tramways entre Massy et Évry soient construits. Ça, c'est des combats de quotidien, de transport, de terrain. Donc, le président, à vous écouter, a raison d'assumer cette essence chère. Avec, encore une fois, on donne les chiffres. On est sur Boursorama, 14 milliards d'euros de recettes fiscales supplémentaires d'ici à 2022. Liées à ces hausses de taxes sur les carburants. À vous écouter, si j'ai bien compris, à Ménilmonts-Chalin, c'est un mal nécessaire, ces hausses de taxes, pour réduire la pollution. Vous l'assumez? C'est un mal nécessaire? Quand l'accord de Paris est signé, à Paris. On ne peut pas à la fois vouloir l'accord de Paris. Et vous savez la première mesure qui est mise en avant par toutes les personnes qui signent? Une taxe carbone qui permet de payer le carbone au prix de ce qu'il génère comme conséquence. Ouais. C'est un mal sur nécessaire. La santé. J'insiste, c'est un mal nécessaire pour les Français de devoir subir ces hausses de taxes pour justement préparer l'avenir et baisser la pollution. C'est ça? Mais c'est là où je reviens. Le but, c'est pas que les Français payent plus. Le but, c'est que les Français changent de comportement, qu'ils aient un véhicule qui, lui, consomme moins, pollue moins, et donc, à la fin, qu'il soit gagnant. Tout le monde est gagnant à rouler dans un véhicule qui consomme moins. Ouais. On est gagnant parce qu'on pollue moins. Une voiture qui coûte 15 000 €, 2 000 € de prime. Si vous regardez les voitures électriques aujourd'hui, l'État donne
6 000 euros de prime, c'est ce qu'il y avait avant, et là on a augmenté de 2 500 euros. Vous pouvez avoir jusqu'à 8 500 euros de baisse du prix. Ouais. Moi j'ai une Zoé. Voiture électrique, c'est 1% du marché, vous savez. Mais le but c'est qu'on soutienne ça. Le but c'est que nos constructeurs automobiles fassent de l'hybride rechargeable. C'est pour ça qu'on a mis l'hybride rechargeable dans la prime. Le but c'est pas de subir, le but c'est de s'adapter. On sait très bien que la transition, on ne peut pas d'un côté pleurer le départ de Nicolas Hulot, signer l'accord de Paris, se vouloir champion du climat. Sinon il y a une contradiction quelque part. Et quand nous on fait des politiques qui sont en accord avec tout ça, regardez autre chose. Dans le budget, on a aussi réduit l'incitation, en tout cas le soutien qu'on avait au gazole non routier, qui va dans les grandes machines de travaux publics. On a dit, voilà, c'est pas normal que vous payiez un prix qui soit à ce point subventionné. La baisse des subventions sur les carburants fossiles, c'est un autre point essentiel de l'accord de Paris. Donc il y a une énorme cohérence. C'est qu'on veut que les Français, on les aide à changer de comportement, on les aide à changer de voiture, on les aide à changer de voiture, changer de comportement pour sauver la planète. Et c'est là où, malgré tout, c'est hyper intéressant. J'ai pris le temps de regarder un peu les chiffres, et vous les connaissez encore mieux que moi. Vous savez où vont ces recettes, encore une fois, les recettes des taxes sur les carburants. Il y a la TICPE, ancienne TIPP d'ailleurs je pense, taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, qui rapporte 33 milliards d'euros. On donne les chiffres, 33 milliards d'euros cette année. Combien est affecté directement à la transition énergétique? Moins de 20%. La moitié de cet argent, ça va abonder le budget de l'État. Alors, attendez. Voilà. Alors, et 30% de cet argent, la moitié de l'argent qu'on verse sur la TICPE va pour boucher les trous. Non. 20%, vous me dites. Non, 20% sur la transition énergétique. Ah, j'ai raison. De manière affectée. 7 milliards. 30% va aux régions qui ont comme premier mandat de s'assurer de la politique de transport. Comment Xavier Bertrand finance son aide? Par de la TICPE. Donc, 20% sur un compte spécial dédié à la transition, 30% aux régions, et le reste, si vous faites les calculs, je viens de vous dire qu'on allait mettre 15 milliards d'euros dans la rénovation énergétique. Ils viennent d'où? Ils viennent du budget de l'État. Quand je vous dis qu'on fait un plan sur Donc ça ruisselle, c'est ça? C'est pas que ça ruisselle, c'est qu'un budget, si vous pensez qu'il faut affecter, l'essence paye l'écologie, l'eau paye l'eau, c'est des grands discours, le logement paye le logement, qui est-ce qui paye l'armée? L'armée paye l'armée, ça ne marche pas. L'éducation paye l'éducation, ça ne marche pas. Donc, vous avez besoin d'avoir un budget et vous faites des choix. Et François de Rugy, il a 34 milliards d'euros de budget. Et Didier Guillaume à l'agriculture, il a des centaines de millions, voire des milliards pour l'agriculture biologique, etc., etc. Donc, quand il y a des ministres, notamment c'était Bruno Le Maire sur RMC, qui dit que ces hausses de taxes sur les carburants, ça permettra de financer de nouvelles mesures en faveur de la transition énergétique, ce n'est pas du pipeau, même si on dit qu'il n'y a que 20%, même si en fait c'est un peu plus quand on prend... C'est pour ça que le budget, c'est intéressant. Les Français rêvent de taxes affectées. Et donc, l'idée, c'est que... oui, on se dit finalement, sur la TICPE, on a 80% qui va financer la transition énergétique. Mais quand on soigne les 48 000 personnes qui meurent par an de la pollution, c'est financé par qui? Beaucoup plus que les morts sur les routes. J'espère bien que c'est financé par la TICPE et que c'est financé par le reste des impôts. Donc, le budget de la santé, il fait aussi beaucoup de choses sur la transition parce qu'il va aussi s'appuyer et soutenir les enfants qui sont... Il faudrait pouvoir dire au final... À l'hôpital en plein hiver parce qu'il y a des bronchiolites en Ile-de-France de manière énorme parce qu'il y a la pollution dans l'air. Donc, ce budget de l'État, bien sûr que c'est des choix. Mais l'argent de la TICPE, qu'est-ce qu'il finance? Une ambition forte de notre gouvernement pour que les Français puissent vivre la transition, la faire et pas juste le vivre comme on paye. Si les Français en étaient réduits à on paye, c'est ce qui a été le cas pendant de nombreux gouvernements, c'est on brandissait l'écologie, mais derrière, il n'y avait pas l'accompagnement. C'est là-dessus qu'on travaille. On finit là-dessus, Amélie Montchalin. Cette grogne, vous la sentez quand même sur le terrain, enfin, on la voit tous. Mais je fais une réunion publique sur les transports le 22 novembre. Je peux vous dire, je suis certaine que l'ambiance sera une ambiance de débat. On va s'affirmer. Mais vous attendez quand même, encore une fois, du gouvernement, de Bruno Le Maire. On attend, a priori, les arbitrages. Tout ça va tomber, pourrait être annoncé, vous confirmez mercredi, c'est ça? Je n'ai pas le calendrier du gouvernement. Mais vous attendez en tout cas des mesures fortes quand même pour calmer un peu les esprits? Non, moi, j'attends le fait qu'on soit cohérent. Que oui, on accompagne les Français à adapter leur comportement. Que oui, on accompagne les Français, justement les plus modestes. Et qu'on y mette les moyens. Et qu'on y mette les moyens. Et qu'on y mette surtout des moyens efficaces. Si c'est pour sortir, vous avez des mesures symboles, des petits totems, des petits drapeaux en disant voilà, on est content de nous parce que vous voyez, ça fait plein d'argent, mais que derrière ça ne marche pas, si les Français ne savent pas bien s'en servir et si ça ne rentre pas dans la réalité, ça ne sert à rien. Nous, on a un objectif, on arrête la politique du signal. Vous savez, le but, c'est pas d'envoyer des signaux, le but, c'est que ça fonctionne. Et le but, c'est que dans 5 ans, effectivement, les Français consomment moins de pétrole, pas parce qu'ils roulent moins ou parce qu'ils restent chez eux, mais parce qu'ils ont des voitures qui consomment moins et qui donc leur coûtent moins cher. Ouais. C'est un truc de longue haleine, ça. Oui, c'est le cap, c'est ça qui est différent. Le fameux cap. C'est d'essayer de travailler sur 5 ans et pas sur 3 mois. Et travailler à la semaine aussi, parce qu'il y a quand même, encore une fois, quoi que vous en disiez, cette mobilisation qui
focalise et polarise l'attention, notamment du gouvernement. On ne va pas non plus se mentir, vous le savez bien parfaitement. Bien sûr qu'on travaille. Mais ce que je veux vous dire, c'est que nous, parlementaires, ça fait 1 an. Damien Pichereau, la conversion des véhicules utilitaires, ça fait 1 an qu'il y travaille. Le groupe est précurseur. Mais bien sûr, Saïd Hamada, ça fait 1 an qu'il travaille sur la conversion des bateaux. Les chaudières au fioul, ça fait 1 an qu'on dit, c'est quand même bizarre qu'on ait retiré les fenêtres et les volets parce qu'on disait que c'était effectivement pas très performant pour l'environnement, ce qui est vrai, et que quand on regarde sur les chaudières au fioul, on puisse pas le faire. Notre travail, c'est de remonter le terrain. C'est pour ça que vous avez 577 députés qui sont chacun dans un territoire et qui font remonter ce qu'ils vivent. Et on ne vit pas toujours la même chose en Essonne, à Paris, dans l'Allier ou en Bretagne. Et c'est ça qu'on essaye d'apporter. Allez, la réponse à tout. Merci d'avoir été avec nous. Donc, Amélie de Montchalin, la députée de l'Essonne et vice-présidente du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, qui était donc l'invitée de la grande interview en direct sur Boursorama. On n'attend pas encore 1 an avant de vous retrouver. Hein, je reviendrai volontiers. Merci, bye. Merci.